Pepe, quelles sont les communications entre le Pakistan et les États-Unis? Quels sont, à leurs yeux, je dirais, les objectifs immédiats et les objectifs à long terme? Il me semble qu'il a été rapporté que les États-Unis poussent à ce stade à des négociations sur le programme nucléaire iranien. Est-ce bien le cas? Oui, et c'est bien là le problème. Les médiateurs essayent d'expliquer aux Américains, écoutez, voilà la liste des priorités de l'Iran et elle n'a pas changé depuis des semaines. En fait, depuis 2 mois, tout y est. Et il y a aussi la question de l'ordre des étapes. C'est donc une tâche terrible pour les médiateurs pakistanais, parce qu'ils doivent appeler la Maison-Blanche ou des proches de Trump et leur dire « Écoutez, encore une fois, si vous voulez revenir à une forme de négociation, vous devez revenir au protocole d'accord que vous, les Américains, avez rompu. » Les Iraniens nous ont dit « Écoutez, nous pourrions revenir au protocole d'accord si les Américains recommençaient à respecter les engagements qu'ils avaient pris avant et après la signature de ce protocole. » C'est donc un cercle vicieux. Et la position iranienne, tout le monde la connaît. Tout le monde connaît aussi la liste des priorités. Mettre fin à toutes les guerres, le détroit d'Ormuz, suivre l'argent, nous payer ce que vous nous devez. Et puis, à la dernière étape, on parle du dossier nucléaire. Et les Américains veulent commencer par le dossier nucléaire. Ils n'ont toujours pas compris que c'est absolument hors de question. Les Iraniens ne vont jamais... Bon, d'accord, on attend. On va attendre que vous finissiez enfin par comprendre ce qu'on dit. On revient toujours au même point, encore et encore. Donc la position iranienne reste la même. Ils expliquent une fois de plus leur position, encore et encore, aux Pakistanais. Les Pakistanais réexpliquent la position iranienne aux Américains, et les Américains continuent de tout mettre sens dessus-dessous. C'est le processus de négociation dans l'ombre. C'est ce qui se passe jusqu'à ce que quelqu'un dans l'administration Trump dise « Bon, arrêtons la guerre, donnons-leur au moins un peu d'argent, et ensuite on commence à discuter. » Pour le moment, on n'en est pas là. On en est très, très loin. Très, très loin de ça. Qui est le négociateur du côté de l'administration Trump? Est-ce J.D. Vance? Est-ce quelqu'un d'autre? C'est une très bonne question, Nima, parce que ce n'est plus du pareil au même, évidemment. Et la dernière délégation américaine qui s'est rendue à Islamabad et à Rawalpindi la semaine dernière, c'est une information que nous avons obtenue de l'un des médiateurs. Nous n'avions qu'une seule source pour nous le dire. Mais ce type était présent à la négociation. Il était sur place. Donc il a vu les Américains et il a dit « Ah, ce ne sont pas les visages habituels. » Il a donc immédiatement compris que cela venait du bureau de J.D. Vance. Il est donc raisonnable de supposer, encore une fois, il n'y a pas de confirmation, que les Américains qui reviennent progressivement à la table des négociations sont des gens de J.D. Vance. Et pour une raison supplémentaire, Nima, comme vous le savez très bien, les Iraniens ont moins que zéro confiance en Witkoff et Kushner. Et ils ont déjà dit, nous ne parlerons plus à ces clowns. Tout le monde le sait. Witkoff a dit à Smotrich, et il ne va pas les cesser, il qualifie les Gazaouis de nazis. Il a dit, je vais les laisser, il a traité les Gazaouis de nazis. Vous avez raison. Évidemment, on ne peut pas négocier avec quelqu'un comme ça. C'est évident, vous savez. C'est incroyable. À mon avis, il est plus radical que Benjamin Netanyahou. Ça ne fait que... Absolument, oui, oui. Traiter les civils de Gaza de nazis. Comment peut-on imaginer aller aussi loin? Le fait est, Pepe, que l'un des points importants, c'est que la dernière rencontre entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump ne s'est pas si bien passée. Oh no, it was horrible. It went downhill, literally.
Oh non, c'était horrible. Ça a dégringolé, littéralement. Oui, vous avez raison, il n'a rien obtenu. Enfin, c'est une bonne chose pour l'humanité, si l'on veut avoir une vision plus large de ce qui s'est passé. Mais cela ne veut pas dire que la pression sur Trump va cesser. Pas du tout. Ils vont continuer à faire pression sur lui, bien sûr, avec tout ce qu'ils ont, les dossiers compromettants qu'ils ont certainement, tout ce que vous voulez, les donateurs sionistes, tout ce que vous voulez, tout. Mais l'élément clé maintenant, c'est que la fenêtre dont disposait Trump pour faire quoi que ce soit a pratiquement, je dirais, disparu à 99%. Il lui reste encore quelques jours avant la ligne rouge de l'épuisement de la réserve stratégique de pétrole à la mi-août. Mais que va-t-il faire pendant ces quelques jours? Il ne peut rien faire pendant ces quelques jours. Alors il peut se vanter, il peut vociférer, il peut rugir. Roar, roar, roar. Les Iraniens ne sont pas impressionnés. Pour notre public, si ça vous intéresse, allez sur ma chaîne Telegram. J'y ai publié un lien vers un très bon article du New Yorker sur Roy Cohn. Roy Cohn était le mafieux juif qui a appris à Donald Trump tout ce qu'il sait. Il est donc important que vous lisiez tout cet article. Il est très bon. En fait, c'est un extrait d'un livre. Je crois que ce livre est déjà paru aux États-Unis. Il explique en détail comment Trump pense et prend ses décisions. Et il n'a pas fait ça tout seul, parce que c'est un élève médiocre en tout. Mais il a été un élève très appliqué de Roy Cohn lui-même, qui lui a appris toutes les ficelles. Ne jamais concéder la défaite, toujours se vanter, toujours parler très très fort, toujours tout mettre dans les médias, être un maître de la manipulation médiatique, et ne jamais admettre la défaite. And never admit defeat. Never admit defeat and never admit that you're wrong. Ne jamais reconnaître sa défaite et ne jamais admettre qu'on a tort. Voilà comment pense Donald Trump. Et évidemment, les Iraniens sont d'excellents analystes. Ils le savent par cœur et ils savent comment le manipuler. C'est ce qu'ils font depuis le début. Ils jouent avec ses émotions et le rendent littéralement fou. Et il ne peut rien y faire, Nima. C'est une technique très sophistiquée parce qu'il s'agit essentiellement d'un jeu psychologique. Et les Iraniens ont une vaste expérience en la matière, diplomatique, politique, philosophique. Ils sont parfaitement préparés à le réduire à un amas d'atomes qui se battent entre eux. C'est ce qu'il est aujourd'hui. Atoms fighting each other, which is what he is now. Je parle justement de l'homme que vous venez de mentionner. Oui, voici une image de lui avec Donald Trump. Absolument. Oui. Yes. Yeah. So he taught everything that Trump knows. Il lui a donc appris tout ce que Trump sait, Nima. Trump ne savait rien quand il était à l'université. Il ne savait rien des gens très intelligents qui évoluaient à New York. Il a trouvé ce type qui est devenu son mentor, et lui est devenu son protégé. Il a tout appris de ce type de mafieux très très dangereux. Donc en fait, il est très facile d'entrer dans la tête de Trump. So it's very easy to get inside Trump's mind, in fact. Pepe, Donald Trump went after Exxon and Pepe, Chevron in the United Donald States. Trump s'en est pris à Exxon et Chevron aux États-Unis. Ces gens gagnent énormément d'argent. Ils ne contribuent pas à résoudre la situation actuelle concernant le prix de l'essence aux États-Unis. Il veut qu'ils fassent quelque chose face à la hausse du prix de l'essence aux États-Unis. Mais en gros, ils ne font rien. Il a dit qu'en raison de ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz, en raison des pénuries, il gagne beaucoup d'argent. Je suis content parce que je suis des vôtres, vous savez. Mais aujourd'hui, vous devez faire quelque chose. Quand il s'en prend à ces gens qui l'ont soutenu, qui ont tout fait pour lui, et qu'aujourd'hui, il se retourne contre eux à cause de la situation, parce qu'il est dans une situation désespérée et qu'il a besoin que tout le monde vienne l'aider. Vous savez, cela nous montre qu'il est vraiment dans une situation très difficile. Est-ce que ça veut dire qu'il va trouver une solution à cela? Does that mean that he's gonna find a solution for that? Or Non.
Je vous en prie. No, you won't find a solution. Non, il ne trouvera pas de solution. La réponse la plus simple à votre observation, qui est tout à fait juste, c'est la manière de penser de Donald Trump. Toujours rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. C'est exactement ce qu'il fait, en accusant Chevron, ExxonMobil, tout le monde. Toujours rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. C'est lui qui a provoqué toute cette situation. Tout ce qui arrive à l'économie américaine, à ses copains escrocs, à l'économie mondiale, c'est sa décision. Et il peut jamais assumer sa décision parce que c'est un lâche. Et il a appris ça de Roy Cohn. Toujours rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Ne jamais admettre une erreur ou une défaite. Dans ce cas, c'est encore pire. C'est une erreur qui a conduit à une défaite stratégique. C'est encore plus grave. Ce n'est pas une opération immobilière qui a mal tourné à Manhattan. Là, il s'agit de l'économie américaine et de l'économie mondiale. C'est extrêmement grave et c'est le résultat de son erreur et de sa décision. Alors il doit trouver des boucs émissaires. Vous vous souvenez, il y a quoi, 2 ou 3 mois? Oui, je crois que dès la fin de la guerre de 40 jours, il cherchait déjà des boucs émissaires. Et à l'époque, l'un d'eux, c'était Vance. Je suis sûr que vous vous en souvenez. Il essayait de faire porter à Vance la responsabilité de tout ce qui s'était mal passé. Il l'a dit. Il l'a vraiment dit. Exactement. Exact. Voilà, c'est tout. Une fois qu'on sait comment il pense, tout s'explique. La manipulation de Wall Street et des marchés pétroliers, vous savez, le timing de ces vociférations sur Truth Social, tout est très prévisible. Et les gens savent déjà comment il pense et comment il prend ses décisions. Donc vraiment, sous n'importe quel angle, c'est une impasse pour lui. Mais comme il est toujours le président des États-Unis, il a des pouvoirs illimités, et c'est comme un volcan. Quelque chose d'encore plus horrible que ce qui s'est déjà produit peut encore arriver. C'est ça le problème, vous savez. Ne vous attendez pas à ce qu'il ait une illumination sur le chemin de Damas et qu'il dise « Oui, d'accord, j'ai signé le protocole d'accord. Respectons-le. Voilà l'accord. Le protocole d'accord est déjà l'accord. Alors allons-y. » Non, 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 ça n'arrivera pas. Oubliez ça. Il voit le protocole d'accord comme une défaite. Il doit donc en changer les termes, et ensuite, il pourra le vendre comme une victoire. Ça n'arrivera pas. Donc ça peut continuer, Nima, pendant, des semaines, des mois. Ça peut aller jusqu'aux élections de mi-mandat. Et là, il se prend, vous savez, deux yeux au beurre noir aux élections de mi-mandat. Il devient un canard boiteux. Et même en tant que canard boiteux, il peut être dangereux. Ça ne veut pas dire qu'il sera complètement neutralisé. Non, il peut devenir encore plus dangereux. Ah d'accord, je n'ai plus rien à perdre. D'accord, alors allons-y à fond. Donc, même si on essaie d'adopter une approche, disons un peu légère, tout ça est très très sérieux et très dangereux. Il n'y aura pas de procédure de destitution de sitôt. Les républicains ne vont pas se débarrasser de lui. S'il perd les élections de mi-mandat et que les démocrates lancent une procédure, ça va prendre beaucoup de temps. Donc cette histoire d'horreur peut continuer en 2027 et jusqu'en 2028. C'est acceptable. All the way to 2028. It's terrible. La question serait, ces pays du CCG vont-ils survivre? Oh, that's a very good question. We don't know, Nima. Oh, c'est une très bonne question. On ne sait pas, Nima. Ça dépend de la manière dont ils choisiront de survivre. Donc cette possibilité, bien sûr, pour le moment, c'est celle d'un nouveau parapluie sécuritaire coordonné par le Pakistan et couvrant la majeure partie du CCG. C'est sur la table. C'est tout à fait possible. Mais comment les Américains vont-ils réagir à ça? Par exemple, le Pakistan peut l'expliquer à l'Iran. Leurs relations sont très étroites. Et l'Iran peut dire, d'accord, tant que vous les gardez sous votre surveillance et qu'ils ne font rien de drôle, ça nous va. Mais comment expliquer ça aux Américains? Après cet accord entre Oman et l'Iran sur le détroit d'Ormuz,
ce sera une deuxième humiliation. Vous ne dirigez plus le CCG. Ce sera un parapluie sécuritaire pakistanais. Waouh! Ensuite, vous avez pratiquement chaque semaine une nouvelle humiliation pour l'Empire, au fil des événements. C'est un scénario très plausible pour la suite. Un château de cartes complètement. La première carte tombe, puis les autres, tout s'écroule. Pepe, do you feel that Pepe, we had pensez-vous que nous ayons eu une attaque ukrainienne contre un navire turc qui allait de Turquie vers la Russie, ainsi qu'une attaque contre un navire iranien, et que cela soit lié d'une certaine manière à deux des pays les plus importants d'Asie occidentale, l'Iran et la Turquie? Nous savons aussi que des Ukrainiens sont présents, d'une certaine façon, en Irak. Il a été rapporté qu'ils y faisaient quelque chose. Voyez-vous la possibilité que l'Ukraine devienne une sorte de nouvelle Al-Qaïda en Asie occidentale? Al-Qaeda in West Asia? Well, they are already. Eh bien, ils sont déjà Al-Qaïda, non? Ukraine is ISIS. L'Ukraine, c'est Daesh. L'Ukraine se comporte comme Daesh. Et ses attaques contre des civils dans la Fédération de Russie, ils attaquent des bus dans la Fédération de Russie. C'est Daesh, du Daesh pur et simple. Donc ça veut dire qu'il y a une main israélienne derrière tout ça. Et cette main israélienne force l'Ukraine à élargir la guerre. Ces guerres, c'est la même guerre. Ce qui est absolument fou, parce que maintenant, aux États-Unis, on a ces guerriers de salon qui découvrent que les guerres fusionnent. Non, idiot. Ces guerres ont toujours été les mêmes. Ce sont deux branches de la même guerre. Les Israéliens adoreraient que cela devienne une seule guerre. Et bien sûr, utiliser les tactiques terroristes de l'Ukraine contre la Russie et l'Iran en même temps. Terrorist tactics against Russia and Iran at the same time. There is an element which is not very clear because the Ukrainians. Il y a un élément qui n'est pas très clair parce que les Ukrainiens ont officiellement présenté leurs excuses à l'Iran en disant que c'était une erreur. Ce drone au-dessus d'un navire iranien naviguant dans la mer Caspienne. Voyons s'il y a vraiment eu une erreur. D'accord, peut-être que cette fois-ci c'était une erreur. La prochaine fois, peut-être que ce ne sera pas une erreur. Mais placer la mer Caspienne au cœur de la guerre, alors qu'elle est partagée entre l'Iran au sud et la Russie au nord. Le Transcaspien, qui est un corridor de connectivité, le corridor international de transport nord-sud, Russie-Iran, encore une fois. C'est ultra dangereux. Et jusqu'ici, la mer Caspienne était plutôt paisible. And the Caspian so far was quite peaceful. So if this is the next Ukrainian Donc, si c'est la prochaine étape ukrainienne, la Russie et l'Iran, ensemble, iront jusqu'au bout pour écraser complètement l'Ukraine. Enfin, la Russie est déjà en route, n'est-ce pas? Leur nouvelle stratégie, l'un des axes de cette nouvelle stratégie est très simple. Et elle est brillante. C'est la négation des ports, la négation de la thalassocratie, la négation de la mer Noire pour l'Ukraine. L'Ukraine ne peut plus rien faire en mer Noire. Point final. C'est très simple. Il n'est pas nécessaire d'occuper Odessa ou tout autre port. Vous savez, empêcher la navigation. C'est tout. C'est donc ce que font les Russes. Et c'est une stratégie brillante. Pourquoi n'y ont-ils pas pensé avant? C'est une question qu'il faudrait leur poser. La prochaine fois que je serai à Moscou, je poserai directement cette question. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait avant? Parce que la guerre n'a pas eu lieu en Asie occidentale, pour voir ce qui s'y passe. Beaucoup de choses se sont produites. Je dirais qu'il y a une contribution réciproque entre les deux guerres, celle d'Asie occidentale à la guerre en Ukraine et celle d'Ukraine à l'Asie occidentale. C'est pour ça que vous l'avez mentionné, vous l'avez dit. C'est une seule et même guerre. Oui, voilà pourquoi ils apprennent les uns des autres. Face à ces deux ennemis principaux, ces États-civilisations que sont la Russie et l'Iran, membres des BRICS, de l'Organisation de coopération de Shanghai et de l'intégration eurasiatique. C'était plus qu'évident, même avant le 28 février.
Maintenant, c'est limpide pour tout le monde. Alors je dis toujours que je ne peux pas m'empêcher de rire quand je vois ces soi-disant analystes politiques américains de salon qui viennent seulement de le découvrir. Les guerres sont liées. Quelle bande d'idiots. Jésus. Nima, désolé, je dois y aller. Nima, I'm sorry, I gotta go. Obrigado. Unfortunately. Exatamente. I have to. Je dois le faire. Merci. Thank you so Merci much beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Tout le plaisir est pour moi. Great But, to meet you. my enormous pleasure. My enormous pleasure. We'll continue Avec plaisir. tracking, Avec plaisir. uh, Nous continuerons à échanger. yes, I came up with Oui, j'ai trouvé une image à laquelle je tiens particulièrement. Le chat mort, le chat du mémorandum d'entente, c'est comme Ulysse sur un radeau, au milieu d'un océan déchaîné sous la colère de Poséidon. Mais le chat mort est toujours là, sur le radeau, et pas au fond de la Méditerranée. Cela signifie que le chat mort est encore vivant. Oui, c'est un bon point. Yeah. Good.